Un rêve sans financement reste une illusion. Vous regardez le deuxième épisode d'une série de documentaires sur comment construire une fusée. Je m'appelle Mathis Cazot et aujourd'hui on va parler argent. Générique. Dans l'épisode précédent, on avait vu comment construire une fusée théorique, savoir si les objectifs qu'on avait en tête pouvaient se réaliser, les étapes et comment y arriver. Aujourd'hui, on va chercher l'argent, parce qu'une fusée, ça coûte cher, vous allez le voir. Et avant toute chose, il faut savoir de combien d'argent on a besoin. Alors, il faut savoir que j'essaie de narrer cette histoire de façon chronologique, pour une meilleure compréhension. Mais le problème, c'est que dans un tel projet, tout se fait un peu en même temps. C'est aussi l'avantage d'être en équipe, puisque du coup, on peut avancer beaucoup plus rapidement. Là, dans notre cas spécifique, la conception et le financement se font en même temps, puisque le financement a besoin des plans de la conception pour savoir quoi acheter, mais en même temps, la conception a besoin de savoir le financement pour savoir quel est son budget. Donc il a fallu faire un choix, j'ai voulu commencer par le financement, c'est un petit morceau, comme ça on le passe vite, et on passe à la conception qui est quand même un très gros morceau, et elle aura sa vidéo dédiée. Donc passons directement au sujet principal, étape 2, la budgétisation. L'idée pour un budget bien défini, ça va être d'absolument tout recenser. Chaque pièce de chaque système de la fusée. Prévoir le coût, les pièces de rechange si ça casse, les pièces pour tester éventuellement le système avant d'aller au C-Space, les devis futurs si c'est une pièce à fabriquer, comme en l'occurrence les bagues moteurs, et à la fin de se rajouter une petite marge parce qu'il y a toujours des imprévus et c'est vraiment sympa d'avoir un petit coussin de sécurité. Alors, par définition, les imprévus sont imprévisibles, mais justement, avec plusieurs astuces qu'on mettra en place tout au long du projet, on peut s'y préparer. Et négligez surtout pas ce petit coussin de sécurité, c'est vraiment la chose qui va vous faire réussir dans votre projet, ou en tout cas, qui va pas vous faire rater par manque de financement. Reprenons le schéma de l'épisode précédent pour vous expliquer ce qu'on aura besoin. Tout d'abord la peau, c'est le corps de la fusée. Je vous expliquerai dans la partie conception pourquoi on a choisi une peau porteuse et non une armature interne et la différence qu'il y a entre les deux, mais au final on a choisi de partir sur un tube en aluminium qui fait 10 cm de diamètre externe, 2 mm d'épaisseur pour 2,50 m de long. En cherchant sur des sites marchands, on en a trouvé pour environ 150 €. Ça, la peau, c'est fait. Passons maintenant aux ailerons. On aura besoin d'une plaque de métal pour les fabriquer et de plaquettes pour faire les maintiens. On peut considérer 100 € pour l'ensemble. Alors, bien sûr, une erreur vraiment conne à faire, c'est que, à l'heure actuelle, on a la fusée théorique, du coup la forme théorique des ailerons. Du coup, s'il vous plaît, ne construisez pas les ailerons maintenant, ce sera vraiment con parce que ça va changer. En tout cas, on en a fini avec les systèmes extérieurs de la fusée, donc la peau et les ailerons, les maintiens ailerons bien sûr. On va passer maintenant au système interne et on va procéder du bas vers le haut. En tout premier lieu, il y a les bacs de maintien moteur. Je ne compte pas le moteur en lui-même parce que dans notre cas, il est fourni par Planète Science, mais si vous en avez besoin, comptez-le. Pour résister à la chaleur et aux forces du moteur, il nous faut encore une fois des bagues en métal et pour sa légèreté on choisit l'aluminium. A savoir que dans les minifs, les bagues de maintien moteur sont généralement fabriquées en bois, et même pas en bois massif, juste en aggloméré. Ça résiste déjà à l'accélération du moteur, qui est d'ailleurs pas très puissant, et pourquoi faire plus si c'est pour payer plus cher. Mais maintenant on est passé sur des moteurs bien plus puissants, les Pro 54 et les Pro 75, on expliquera plus tard quelle est la différence entre les deux. En tout cas, dans notre cas, on a un moteur Pro 75, et il faut savoir qu'il fait 3,5 kg dont 2 kg de propergol, ce qui est juste énorme. Juste à titre informatif, il a une poussée de 1300 newtons et une impulsion spécifique de 214 newtons par seconde. Ça pousse. Pour vous donner une idée un peu plus claire de à quoi ça correspond, parce que des newtons on voit pas trop ce que c'est comme si sur la bague moteur, sur la petite arête qui fait le tour et qui maintient le moteur qui fait 1,5 mm, il y avait 130 kg. Donc vous comprenez mieux pourquoi est-ce qu'on a choisi de l'aluminium et pas du bois. Il y a donc 6 bagues moteurs, 3 par moteur, bas, milieu et haut, et le devis nous a été facturé 300 €. Le prochain système, c'est l'ordinateur de bord, le système électrique. On aura besoin de multiples capteurs, de cartes électriques, de séquenceurs, de fils électriques, de ponts OH, de matériel de soudure aussi, comme un fer à souder ou de l'étain. Le tout en double, puisqu'il y a 2 étages. Alors pareil, on développera ça dans la partie conception, mais ce qu'il faut en retirer, c'est que ça coûte assez cher. On en a eu environ pour 300 € de composants. Ce qui coûte le plus cher dans l'électronique, c'est les cartes. Alors, on aurait pu les faire nous-mêmes, ça nous aurait coûté moins cher, mais il y a plein de petites résistances, de petits transistors,
à souder sur la carte et c'est de la soudure de précision. On a préféré le faire sous-traiter pour pas foirer les cartes. Il ne nous reste plus que les systèmes mécaniques maintenant. Pour le parachute, le système est fabriqué en PLA avec nos imprimantes 3D, comme beaucoup de pièces de la fusée d'ailleurs. Il nous faut donc acheter le PLA et les moteurs qui feront l'ouverture des trappes, donc 150 € par étage à peu près, 300 € pour la fusée. Et pour le système de séparation, c'est un système très complexe, celui qui nous a pris 2 ans. Il y a beaucoup de pièces à l'intérieur, avec beaucoup de matériaux différents, et je vais pas non plus tout lister ici. Et en plus, on a eu d'énormes galères avec ce système, qui s'est du coup par la suite divisé en 2 pour simplifier les choses. On détaillera ça dans la partie conception. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que on en a eu pour 1600 € à peu près. Il nous faut aussi prendre en compte le PLA, qu'on prend pour imprimer les systèmes, pour les tests, la visserie, qui est très importante, les composants électriques qu'il faut prendre en double ou en triple pour s'ils grillent. On peut considérer environ une enveloppe de 150 € pour le tout. Alors si vous êtes attentif, au tout début de la vidéo, je vous avais dit qu'il était important de prendre un petit coussin de sécurité, et j'en ai pas encore parlé. C'est parce que à chaque budget que je vous ai énoncé, il y avait déjà une marge qui a été prise, et les prix des systèmes qui ont été vus à la hausse. Et vous allez peut-être vous dire, ah mais ce prix-là pour ce système, mais c'est aberrant. Alors on pensait ça aussi, en fait on a été tout juste, c'est dingue à dire. On a été vraiment ric-rac en argent. Vous allez voir, on a eu on a eu quand même beaucoup de galères avec le système de séparation. Et en fait, heureusement qu'on a prévu tout ça. Donc ça nous fait un total de, roulement de tambour, 2900 € pour la fusée. Ah ça pique un peu quand même, hein. Ouais. Et en plus je vous avais dit qu'on était ric-rac, en fait on a dépassé le budget, voilà, spoiler. Donc au final, la fusée nous a coûté 3100 €. Et ça c'est sans compter le voyage jusqu'à Tarbes, qui fait partie d'une belle enveloppe, puisque on réserve un Airbnb pour une dizaine de personnes, pour une semaine, et en plus avec le prix de l'autoroute, de l'essence, c'est vrai que c'est une belle enveloppe aussi, et je l'ai pas compté. Un moyen très simple de réduire les dépenses, c'est de modéliser absolument tout avec la CAO. Je vous le répète vraiment, la CAO c'est votre meilleur allié. Alors, c'est compliqué de s'y former au début, mais une fois qu'on l'a en main, c'est génial. Ça évite d'acheter du matériel et de se rendre compte qu'en fait ça marche pas. Et bon, spoiler, c'est ce qu'on a fait plusieurs fois, c'est pour ça que je vous le dis, du coup, refaites pas nos erreurs. Se rendre compte que, ah tiens, ce moteur, il a pas assez de couple, hein, franchement, il y a beaucoup de friction là-dessus. Ah, mais en fait, je le voyais pas comme ça, c'est peut-être un peu trop gros pour rentrer dans le système. Ah bah ouais, ça fait monter le budget assez rapidement. Et une autre méthode aussi pour réduire les dépenses, c'est de prendre de la récupération, ça coûte rien. Les moteurs de perceuse, de boulonneuses à choc aussi sont extrêmement coupleux. Et on peut même rajouter un train épicycloïdal pour encore plus démultiplier le couple. Alors c'est vrai que ça rajoute un peu de longueur, mais franchement ça peut sauver des projets. Et pour ceux qui voient pas ce que c'est, un train épicycloïdal, alors c'est ça. C'est, entre guillemets, si vous voulez une image, une boîte de vitesse mais à une seule vitesse qui se met entre le moteur électrique et le mandrin. Et la mécanique à l'intérieur est assez simple en fait, c'est juste un enchaînement de pignons planétaires et satellites qui réduisent la vitesse pour démultiplier le couple. Dans notre cas, on a tout validé par CAO et après par simulation 3D via ANSYS. Et la CAO c'est gratuit bien sûr, mais les calculs aussi c'est gratuit. Et faire un petit calcul, une petite estimation à la louche en prenant pi égale à 3 ou la gravité c'est 10, ça peut quand même vous donner une idée sur quelles sont les forces de frottement en jeu, quel est le poids de cet élément qui va devoir supporter tout le reste du système, quelle est la résistance de cette petite baguette qui sert à maintenir cette pièce. Et c'est vrai qu'en étant en école d'ingé, on a quand même un petit avantage là-dessus, puisque ces calculs-là, on sait les faire, mais c'est vraiment pas nécessaire. Avec de la motivation, il y a plein de tutos sur internet, on peut tout faire. Et je vous invite à faire le maximum de calculs, vraiment ça donne une vision d'ensemble sur le projet, sur qu'est-ce qui est possible de faire, est-ce que cette pièce va être résistante. Bref, je vais pas épiloguer sur le sujet, mais c'est vraiment intéressant. Dans notre cas, on a fait beaucoup de calculs mécaniques des fluides, donc avec le logiciel ANSYS Fluent, donc la CFD, pour ceux qui connaissent, et on a absolument tout modélisé sur CATIA V5, qui est de la suite Dassault Systèmes pour la CAO, donc la modélisation 3D sur ordinateur. Ah mais vous pensez que ça va être déflouté ? Ah mais attends, faut un peu de rétention d'audience, donc vous allez voir ça au prochain épisode.
En tout cas, la budgétisation, c'est pas une étape qu'on adore. On bosse pas directement sur le projet, même si ça y aide. Mais c'est une étape essentielle. J'ai l'impression de dire ça à chaque étape, mais en fait, c'est quand même le cas, parce que sinon on le ferait pas tout simplement. Mais en tout cas, grâce à ça, on peut passer à l'étape suivante. Étape numéro 3, la méthode de subvention. Et dis Jamy, comment est-ce qu'on a l'argent ? C'est très simple. Putain, je suis nul en imitation. Alors, je vais pas vous apprendre que avoir l'argent, c'est compliqué. La première solution, c'est de les financer avec nos fonds propres. Mais c'est rare de trouver quelqu'un qui a l'intention de mettre 2 SMIC dans un projet qui va rien lui rapporter. Sur YouTube, on a French Rocket Boy qui conçoit un moteur de fusée, un Rocket Candy d'ailleurs. Il me semble par ses fonds propres. C'est vrai que ça aide d'étaler ça sur plusieurs années, ça dilue un peu les dépenses, mais c'est pas la majorité des gens qui peuvent se permettre de faire ça. On a d'autres méthodes, notamment, deuxième méthode, le crowdfunding. C'est une méthode qui marche assez bien si vous êtes connu ou si votre projet suscite l'attention des gens. Je sais pas si vous avez des exemples en tête, mais il y a par exemple la fusée américaine créée par Mike, paix à son âme, qui est mort dedans d'ailleurs. Ou sur un sujet qui j'espère va pas finir pareil, du projet Diamant qui a été financé grâce aux abonnés de Sigarios Prod. C'est vrai qu'une autre méthode disponible aussi, c'est de faire un pot commun directement. Quand on est une dizaine sur un projet, ça dilue très rapidement les dépenses, et sur une fusée comme la nôtre, qui nous a coûté 3000 €, ça serait revenu sur 2 ans à 300 € par personne, ce qui est plus acceptable financièrement. Une autre méthode possible aussi, c'est de directement demander le financement à une entreprise. Après, il va falloir quand même bien vendre le projet, parce que pour un milieu aussi petit que l'aéromodélisation, ça peut être compliqué. Et enfin, la solution que nous, personnellement, on a pris, qui était la plus simple, comme on est étudiant, c'est de se faire financer par l'université, donc via les 2 bourses que je vous ai citées précédemment, la FSDIE et le Crous. Alors, une question légitime qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que l'université finance ce type de projet ? Un projet tel que le nôtre, on le fait parce que ça nous fait plaisir dans un premier temps, c'est pas un boulet qu'on se traîne là depuis 4 ans et qu'il faut résoudre au plus vite, mais on le fait aussi parce que ça nous donne beaucoup d'expérience. Travailler en groupe pendant plusieurs années, suivre un projet, avoir des deadlines, respecter un budget, faire directement le budget, concevoir, appliquer directement ce qu'on a appris à l'école dans un projet concret, avoir un cadre professionnel aussi, puisqu'on fait pas n'importe quoi, on est quand même partenaire, ou en tout cas chapeauté par Planète Science, qui ont quand même des façons de faire assez strictes, mais pour le mieux du coup, ça nous professionnalise, ça donne plein d'expérience. Et même s'il n'y a pas le président de l'université qui est venu me voir un jour en disant « Bien joué Mathis, t'as compris pourquoi est-ce qu'on finance ton projet ?» je trouve que c'est quand même une bonne raison. En tout cas, ça doit compter dans la balance quand ils font leur choix. Alors, pour rentrer dans les détails, parce que la FSDIE et le Crous, j'en parle depuis le début de la vidéo, mais peu de personnes savent ce que c'est. En tout cas pour la FSDIE, ce sont 2 subventions dont on peut prétendre demander une bourse 2 fois dans l'année, donc 4 chances au total d'être subventionné pour un projet. Alors, à titre informatif, l'argent de la FSDIE vient de la CVEC. Pour ceux qui sont étudiants, ils savent ce que c'est. La CVEC, c'est la contribution à la vie étudiante du campus. C'est une contribution de 100 € qu'on paye à chaque fois qu'on s'inscrit à l'université. Alors, on la paye pas si on est boursier, bien évidemment, mais la majorité des élèves le payent. Et tout cet argent récolté va dans une cagnotte qui sert à financer des projets étudiants, comme le nôtre. Et la FSDIE a un budget de 200 000 € par an. Au final, on a demandé la moitié du coût aux 2 bourses, donc 1500 € à chaque fois, et on a été financé. Passons en revue un peu ce qu'on a vu depuis le début. Dans les premiers épisodes, on a vu comment faire une fusée théorique, et le plus important, savoir si l'ambition qu'on a dans le projet est réalisable. Dans le deuxième épisode, celui-là, on a vu comment faire un budget, quels sont les petits trucs et astuces pour le réduire, et surtout, le plus important, comment est-ce qu'on peut avoir l'argent ? Je crois que tout est bon, on peut commencer la conception. Et enfin voir des visuels magnifiques comme ça, et surtout défloutés, pas comme dans cette vidéo, je suis sûr que vous attendez ça. Bref, je vous attends la semaine prochaine, ce sera l'épisode le plus important de ce projet, la conception.